Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et on continue de s'intéresser cette semaine aux élections départementales. On accueille aujourd'hui Christophe Guillotot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député, conseiller général sortant et chef de file UMP pour ces élections départementales, candidat sur le canton de Brignais. Vous envisagez de ravir la présidence aux centristes qui l'ont capté depuis plus d'un demi-siècle. On sent que la fin de campagne devient un peu tendue, qu'il y a quand même un vrai enjeu à droite. L'UDI ne mâche pas ses mots avec vous, vous êtes populiste, un apparatchik, vous avez une logique de clan, vous avez envoyé votre femme candidater sur le canton de Vagnoret avec votre assistant parlementaire. Qu'est-ce que vous répondez à l'UDI qui vous attaque durement en cette fin de campagne? D'abord, ce que je réponds, c'est qu'une campagne électorale, ça ne se fait pas sur les attaques. Ça se fait sur un bilan, quand on en a un. Je ne suis pas sûr que le bilan de l'UDI soit aussi flatteur qu'il veuille bien le dire. Le bilan, il existe. Oui, mais augmentation d'impôts, caution à l'OL, 350 millions pour un grand stade. Est-ce que ça, c'est un bilan dont ils peuvent faire? S'ils n'en parlent pas, c'est qu'ils n'ont pas de bilan. Une campagne électorale, ça se fait sur un projet. Moi, je ne connais pas le projet de l'UDI. Il n'y en a pas. Nous, l'UMP, on a fait un projet global parce qu'on a 10 cantons dans lesquels on a des candidats et on a fait une vision départementale, parce que c'est ça aussi le rôle. Attaquer les gens sur leur vie privée, je crois que c'est bien. Alors, on ne peut pas attaquer ma femme parce que je n'en ai pas de femme. Donc ça commence mal. Tout le monde a le droit de se présenter à des élections. Ça s'appelle la démocratie. Il faut que les UDI le sachent. Et que nous, notre ambition, c'est de faire en sorte que dans le Rhône ne se passe pas ce qui s'est passé depuis quelques années. L'UDI, les centristes, ils avaient la ville de Lyon. Ils l'ont donnée aux socialistes. L'UDI, les centristes, ils avaient le Grand Lyon. Ils l'ont donné aux socialistes. L'UDI avait le conseiller régional, Madame Comparini, ancienne assistante parlementaire, donc vous voyez comme quoi c'est pas mal d'être assistant parlementaire, l'a donné aux socialistes. Nous, on veut simplement à l'UMP que ce département du Rhône n'aille pas aux socialistes. C'est ça, je crois qu'aujourd'hui, parce que il n'y a pas beaucoup de risques, globalement. Mais quand on voit les cantons, les scores des dernières élections. Vous savez, les risques en politique, on ne les connaît pas. On le sait le soir du deuxième tour. Et je crois que les combinaisons d'avant-premier tour, ça c'est quelque chose que les électeurs n'acceptent plus. Il y a une élection, et il n'était pas concevable que le premier parti de France, l'UMP, n'ait pas de candidat dans le département du Rhône. Donc on a constitué des binômes, j'assume ma responsabilité de chef de file, j'ai d'abord trouvé des équipes, nous avons fait un programme pendant des mois, un programme complètement transversal, où on parle d'économie, où on parle de social, où on parle de sécurité, où on parle d'aide aux communes, ce que je ne trouve pas dans les autres programmes. Donc on y va avec ce programme, et que si le candidat du canton d'Ans est impatient, c'est pas mon problème. Moi, je suis candidat dans le canton de Brignais pour essayer d'être présent au deuxième tour. Voilà. Le conseil général était centriste historiquement. Il y avait une percée de l'UMP, mais qui ne se faisait pas forcément en milieu rural. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette fois-ci, l'UMP peut gagner ce département qui est réduit vraiment à sa portion rurale? D'abord parce qu'on a changé de mode électoral. On votait par moitié, là on vote d'un seul coup. Et jusqu'à présent, on s'entendait entre copains. Moi, quand je me suis présenté, candidat UMP dans mon canton, on m'a interdit, l'UMP m'a interdit de me présenter. La même chose à Tassin, la même chose à Écully, la même chose. On nous a interdit parce que c'était une espèce d'accord qui consistait à ce que les centristes fournissent les candidats et nous, on avait juste le droit de fournir les électeurs. Là, c'est différent. On a décidé d'être candidat. On a géré, bien évidemment, comme vous le disiez, ce département avec les centristes, mais moi, je me suis opposé à l'augmentation des impôts et j'ai été démis de mes fonctions de vice-président du SDIS. Et mon collègue Tien, qui se présente à Glazé, qui était vice-président, a refusé l'augmentation des impôts, on a voté contre. Et il a été démis de ses fonctions. Madame Nachuri, ex-centriste, passée à l'UMP, démis de ses fonctions parce qu'elle refuse l'augmentation des impôts. Je crois que c'est ce qui a marqué notre différence avec les centristes. Moi, je n'ai pas voté les grandes orientations qui nous ont entraînés financièrement dans une difficulté. Aujourd'hui... Bien sûr que si, vous les avez votés, puisque vous avez voté le budget toutes les années, sauf... Attendez, les emprunts toxiques, qui est-ce qui les a signés? 80 millions d'emprunts toxiques. Le département du Rhône, à lui tout seul, a plus de la moitié des emprunts toxiques de tous les conseillers généraux. Qui était rapporteur général du budget à l'époque? C'est M. Pommeret, expert comptable de profession. Comment il a pu aller chercher un emprunt indexé sur une monnaie étrangère? Vous aviez vu, vous, qu'il était indexé sur une monnaie étrangère? Bien sûr.
Tout le monde le savait. Vous en étiez rendu compte? Bien sûr, tout le monde le savait. Et vous étiez rendu compte de la toxicité parce que mais j'étais pas là. Globalement, c'est l'opposition qui a tiré la sonnette d'alarme. L'opposition socialiste, pas l'UMP. C'est M. Philippe. À l'époque, tout le monde lui a menti, tout le monde lui a dit mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais globalement, il a toujours eu raison sur ce point. Et vous m'avez jamais entendu dire quoi que ce soit contre les propos de M. Philippe à cet égard. Il avait non, mais vous complètement. Vous en êtes rendu compte après, ou en tout cas avant, vous n'avez rien dit. Attendez, je ne pouvais pas m'en rendre compte avant, j'y étais pas avant. Et les emprunts toxiques ont été signés par M. Beaupré entre 2005 et 2008. J'y étais pas. Donc je ne peux pas être contre. Mais Thierry Philippe lui est arrivé en 2011, il s'en est rendu compte. Oui, tout de suite. Vous, parce non. que. Nous, non, parce que, je veux dire, quand on est arrivé, il y avait d'autres choses qui nous préoccupaient, mais ces emprunts toxiques, ils sont quand même là et ils peuvent coûter jusqu'à 350 millions d'euros, comme l'a dit la presse l'autre jour. Ils nous ont déjà coûté 4 millions depuis quelques jours. Bon, je crois qu'on ne peut pas s'exonérer de son passé. Je crois qu'aujourd'hui, cette campagne, elle se fait sur un programme, sur un projet, et je vois que nos adversaires politiques, qui sont aussi les socialistes, n'ont pas de programme, parce que nos vrais adversaires dans cette affaire, c'est qui? C'est les socialistes. Le parti gouvernemental aujourd'hui, c'est les socialistes. Et on voit bien que ils n'ont pas pu présenter des candidats partout. Ils ont même négocié dans certains cantons avec les radicaux, avec M. Pommeret et M. Fialaire à Belleville, pour qu'il n'y ait pas d'adversité. C'est pas ça la politique. La politique, elle se fait sur des convictions. Avec le PS dit qu'il n'a pas trouvé de candidat sur ces cantons-là. Depuis quand le parti gouvernemental ne peut pas mettre sur un canton qu'il a découpé lui-même sur une loi qu'ils ont fait eux-mêmes, c'est la loi Valls, qui ne pourrait pas avoir de candidat, trouver 4 militants sur le canton. Non, mais ça, je veux dire, à d'autres, mais pas à moi. Quand même, vous les avez votés, ces budgets, qui validaient les grandes orientations du musée des Confluences, la gestion des prêts toxiques. Vous n'avez pas voté les délibérations, mais vous avez voté le budget, ce qui revient au même. Voter le budget, ça veut dire appartenir à une majorité. Non, le budget 2013, je ne l'ai pas voté. Mais les autres, ceux d'avant, oui. Ceux d'avant, oui, parce qu'on n'était pas dans les emprunts toxiques, on n'était pas dans les augmentations d'impôts à 18% pour la part qui me revient chez moi dans ma propre commune, dans ma propre maison. Attendez, j'ai pas voté ça. On a même été sanctionné. Le dernier budget là qui nous a été présenté, je l'ai pas voté moi le dernier budget. Faut pas dire ça. En plus, on nous présente un budget 15 jours avant. Tout le monde sait très bien qu'on ne présente pas un budget quand on s'en va. On laisse le budget se faire aux autres. Ça s'appelle la démocratie. C'est la première collectivité de France où on fait des cadeaux au personnel, on y va, on se fait une route à 10 millions d'euros dans sa commune pour contourner en pluie. C'est quelque chose d'un peu incompressé. Je n'ai pas voté ce budget. De toute façon, qui que ce soit qui arrivera, refera un budget, ça s'appelle une décision modificative, c'est ce qui se passe dans toutes les collectivités. Les candidats UDI vous répondent sur les hausses d'impôts en expliquant que le Rhône reste l'un des départements de France les moins imposés. Mais c'est complètement faux. On est passé dans la nuit du 29 décembre au 1er janvier de 480 € d'endettement par habitant à 760. À 760. Ils vont vous me répondre que c'est mécanique, mais il n'en demeure pas moins que c'est la vérité. 300 millions de dettes on a, mais c'est quelque chose, je dirais, qui aujourd'hui, et là, on ne peut pas s'extraire de cet endettement. Mais dans tout ça, vous avez quand même envie d'être président, puisque vous êtes en train de nous dire que les finances sont catastrophiques, que ça va être très compliqué. Deux choses qu'il faudra faire. Vous promettez du sang et des larmes? Non, je ne promets pas des sangs et des larmes. Ce que l'UMP propose, c'est une gestion complètement différente. Première des choses, audit, pour savoir où sont nos marges de manœuvre. Il y en a eu un de fait. Vous étiez dans la commission qui répartissait toutes les lignes budgétaires du département lors de la création de la métropole. Donc vous avez vu passer toutes les lignes budgétaires. Mais pas sur le budget de la maison. On a fait la répartition entre le Grand Lyon et le département. On a compté les petites cuillères, on a compté les voitures, on a compté le personnel, on a compté tout ce qui avait compté, mais ça ne donne pas la gestion de la maison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est encore une vision de l'UDI, c'est d'expliquer que la CLERC, je l'ai acceptée. Bien sûr que la CLERC, j'ai accepté, puisque je suis législateur, je sais très bien ce que j'ai mis dans la loi, mais il en demande que la CLERC n'avait pas pour objectif de regarder la fiscalité de la commune. Nous, on n'a pas regardé la fiscalité du Grand Lyon. Qu'est-ce que c'est que ça? On a réparti les emprunts toxiques, on a réparti les voitures, on a réparti les bâtiments, on a réparti le personnel, mais pas la gestion de la maison, absolument pas. Et que la gestion de la maison départementale n'est pas une bonne gestion. Et qu'il nous faudra, nous, deux choses. Un, lancer une audit pour savoir où on en est. Et nous l'avons fait, c'est dans le programme. 0 impôt nouveau, 0 taxe nouvelle. La taxe sur les achats, ce qu'on appelle l'impôt notaire, qui a pénalisé l'achat des primo-accès, c'est quand même bien eux, plus 13% qui l'ont voté en 2013. Moi, j'ai refusé. Avec certains UMP qui l'ont voté. Mais qui ne sont pas candidats, qui sont dans la métropole, qui sont partis. Moi, j'assume, en tant que chef de file, d'avoir demandé à mon groupe de ne pas voter. J'ai voté contre. Mes collègues, ceux qui sont candidats aujourd'hui à l'UMP, ne l'ont pas voté. Et ça, c'est le passé, c'est le passé. Ceux qui ont voté ça à l'UMP, ils n'ont pas forcément eu raison. Voilà, mais ils ne sont pas candidats.
Aujourd'hui, je parle un langage de candidat. Et mes collègues qui sont candidats comme moi, on est 3 UMP sortants, on n'a pas voté ça. On n'a pas voté ça. Mais comment vous allez pouvoir financer de nouveaux projets, de nouveaux programmes, sans recourir à la hausse d'impôts, alors qu'on voit bien on a 160. Globalement que les dotations de l'État baissent, que les dépenses sociales explosent. Les dotations de l'État baissent, le département du Rhône est impacté comme tous les autres départements en France. Aujourd'hui, c'est 1 million d'euros en moins par mois dans le département du Rhône. Mais nous avons 160 millions de dépenses non obligatoires. 160 millions de dépenses non obligatoires. Qu'est-ce que vous entendez par dépenses non obligatoires? Dans lesquelles nous ne sommes pas sur le... Des exemples qu'on voit à peu près. Sur l'économie, sur l'agriculture et sur la dette. Donc il va falloir là-dedans, dans ces 160 millions, faire des répartitions et faire des choix politiques. C'est fini les routes électorales, c'est fini les ronds-points électoraux, c'est fini les soirées... Où est-ce que vous avez vu des routes électorales? Vous n'êtes jamais allé à Tizi? Allez, montez. J'y vais ce soir soutenir le candidat et je serai content de prendre ce qu'on appelle la voie sénatoriale. J'y vais ce soir pour soutenir les deux candidats qui sont un UDI et un UMP. J'y vais. Michel Mercier avait donc une gestion clientéliste du département? Il avait une gestion qui était la sienne, voilà, je ne fais pas de commentaires. Il avait une gestion qui était la sienne. Je crois que c'est ça qu'il faut, qu'on ait une gestion équitable. Regardez toutes les aides à l'agriculture, où est-ce qu'elles ont été données. Regardez aujourd'hui où est-ce que sont toutes les maisons du Rhône. Sur Tarare, sur Villefranche, elles sont toutes là. Je pense qu'il faut aujourd'hui une gestion de répartition sur les 13 cantons. Et il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On ne peut plus mettre 41 000 € de petits fours pour une soirée. C'est plus possible. C'est la dernière note qu'on vient de passer pour la soirée d'inauguration du musée des Confluences. 41 000 € pour 2000 personnes. Ça, c'est plus possible. On n'a plus les moyens. Comparé au coût du musée, alors je suis complètement d'accord avec vous. Comparé à 350 millions et aux 21 millions de frais de fonctionnement, ça, je peux comprendre que c'est rien du tout. Quand M. Collomb découvre qu'il va y avoir pour 100 000 € de lavage de glace, ça, je suis complètement d'accord avec vous. C'est epsilon. Au point où on était, on pouvait continuer. On peut continuer longtemps. Mais ça, justement, on ne veut plus que ça continue. On veut une gestion, ce que j'appellerais de bon père famille, où on respecte les électeurs et surtout les contribuables. Parce que je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. Et que notre programme, il est très clair, pas d'augmentation d'impôts, pas d'augmentation de nouvelles taxes, pas de nouvelles taxes, et on vient sur... Enfin, ça ne dit pas vraiment ce que vous allez faire de ce nouveau département, ça. On va faire une belle collectivité qui sera présente aux côtés des maires, qui sera présent dans toutes nos missions sociales, qui sera présent, je dirais, en plus avec des volontés nouvelles, c'est d'offrir une... Mission sociale, par exemple... Est-ce que vous allez renverser la table par rapport à ce que faisait Michel Mercier et les centristes? C'est ça qu'on a du mal à comprendre dans cette primaire UMP-UDI. Globalement, tout le monde veut continuer à peu près à faire comme Mercier. Ce que je ne comprends pas, c'est que sur le RSA, par exemple, on verse 30 millions de RSA. On n'a jamais fait aucun contrôle. On reçoit des listes de la CAF pour lesquelles on ne fait aucun contrôle. Moi, je vais instaurer des contrôles. Bernard Chavrot, qui était à votre place hier, disait qu'il y avait eu des contrôles faits au lancement du RSA et qu'ils avaient trouvé 160 cas d'abus à l'époque sur 20 000 usagers. C'était assez peu. Oui, c'est assez peu. Mais aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près 1,5 million d'indus. Est-ce que c'est normal qu'on paye 1,5 million? 1,5 million, c'est un 14e canton. Je crois est-ce qu'il est normal qu'on continue à payer des RSA pour des gens qui ne sont même pas là? Et parce qu'on le sait. Ce qu'a fait mon collègue Ciotti à Nice, dans le 06 dont il est le président, c'est de dire une vraie recherche des fraudeurs. Parce que moi, je préfère donner plus à ceux qui ont vraiment besoin que donner à ceux qui n'en ont pas besoin et que même ceux qui ne sont pas là. Mais est-ce que la recherche des fraudeurs ne va pas coûter plus cher que... Non, parce que ça va très vite. Et puis il faut que la CAF justifie. On n'a jamais demandé à la CAF de justifier parce qu'on paye sur les listes de la CAF. La CAF ne justifie rien. Elle nous envoie des listes, on doit payer. Moi, je pense que la CAF doit aussi expliquer pourquoi elle nous donne tel ou tel. Et on a des gens qui sont placés, on n'a pas forcément pas l'État, c'est pas à nous de payer, puisque c'est l'État qui les place. Ce qu'a obtenu mon ami Ciotti par jugement, c'est à partir du moment où l'État place, l'État paye. Je crois qu'il faut, je veux dire, ça c'est pas là-dessus où on aura, je dirais, une politique, je dirais, d'agressivité. Il faut aussi que certaines choses, certaines pratiques qu'ils faisaient, c'est ce que je vous ai piqué sur les routes, sur l'agriculture, sur l'économie, on ait une vraie répartition et des choses qu'on ne pourra plus faire. On ne pourra plus mettre 40 millions de caution sur un grand stade. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, vous n'aurez plus à le faire, puis c'est sur la métropole et que c'était du one-shot. Oui, mais il en est pas moins qu'on a mis à côté 350 millions dont on n'a pas forcément, dans une compétence dans laquelle on n'a pas de compétence sur la culture. Vous admettrez qu'il y a des choses comme ça. Il y avait une clause de compétence générale à l'époque où ça a été lancé. Oui, mais on a des missions qui sont des missions régaliennes. Commençons par les faire bien et voyons là où on peut faire les économies. Quand je vous dis il y a 160 millions de dépenses qui sont non obligatoires que l'on fait, c'est là où il va falloir chercher des économies. Et puis peut-être renégocier certains emprunts. Les emprunts structurés, on ne peut pas, on n'a pas le droit de les toucher, mais on a aussi des emprunts qu'il va falloir revoir.
Et puis 10 minutes de train de vie de la maison. On n'a pas besoin de 15 voitures de fonction, ça ne me paraît pas utile. On a besoin d'une gestion plus saine. On n'a pas besoin de convoquer les gens, les élus sous les lambris dorés de la préfecture. Non, c'est nous qui allons nous déplacer. On fera des séances ordinaires dans les conseils municipaux parce que 26, on n'est pas nombreux, on peut aller dans n'importe quelle salle des fêtes. C'est aussi ça, montrer qu'on est un département sur ce territoire. Moi, je veux que notre famille politique propose des élus qui soient sur le terrain. Parce qu'en plus, à partir du 1er avril, il faut tout réécrire. Il faut refaire notre partenariat avec la métropole. Gérard Collomb, il a dans sa main les chambres consulaires, les grandes administrations, les préfectures, les hôpitaux, les grands moyens de l'administration. Ça veut dire que ça sera un partenaire au quotidien. Qui que ce soit qui soit président, après le rendez-vous du préfet, le deuxième rendez-vous, c'est Gérard Collomb, parce qu'il va falloir mutualiser. On a nos pompiers en commun. 20 millions de partenariats. On a le fameux Citral, dont on vient de perdre la compétence. Nous, département sur le transport, personne n'en parle. Ça, 58 millions pour le département. Qu'est-ce que va nous proposer Gérard Collomb, qui est devenu président du Citral? Comment? Quand il annonce, comme M. Rivalta annonce il y a quelques jours, suppression de 39 lignes, suppression du point de ramassage en général de 5 gamins, on le passe à 10. Comment? Moi, je ne comprendrais pas que pour 4 administrateurs qui pèsent 58 millions, on n'ait pas une vraie discussion et qu'on me dise, moi, aujourd'hui, voilà ce qu'on supprime, voilà ce qu'on supprime, voilà ce qu'on va laisser. Parce qu'au quotidien, c'est le transport des gamins qu'on fait. C'est 400 lignes qui fonctionnent tous les jours pour ramasser nos gamins scolaires. Et les collèges, on les a. Donc il va falloir qu'on nous transporte. Mais ce n'est pas parce que la métropole aura pris le transport qu'on ne va pas donner quelques sous pour transporter. C'est ça aussi qu'il faut voir. Moi, je n'entends pas que ce département apporte de l'argent à la métropole sans une vraie discussion, un vrai partenariat. C'est ça que je reproche aujourd'hui. Et regardez dans le programme de plein d'autres candidats, il n'y a rien là-dessus. Il n'y a rien. Et ben les autres candidats, à commencer par l'UDI, pourront vous répondre. Merci Christophe Guillotot d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve demain pour une nouvelle édition et surtout dimanche, allez voter. Au revoir. Merci.